Recording is on. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire sur comment bénéficier des avantages de l'écriture inclusive sans les inconvénients. Bienvenue pour découvrir quels sont les avantages et comment on fait autrement. Je me présente, je suis Vinciane Mourombal-Chareil et je vous présente également Mimosa le gentilhomme qui est avec moi dans l'équipe aujourd'hui. Mimosa, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, donc moi c'est Mimosa. Je travaille avec Vinciane depuis un peu plus de 2 ans en tant que community manager. Donc aujourd'hui je suis là pour l'assister durant son intervention. Donc je suis en charge du chat qu'il y a en bas à gauche de votre écran. Donc si jamais vous avez des questions pendant son intervention, je les récolterai et après je les transmettrai à Vinciane pour qu'elle puisse y répondre. Si jamais vous avez des problèmes de connexion ou des problèmes techniques, je peux aussi essayer de voir ça avec vous. Et par exemple, il y a une possibilité de réactualiser la page si jamais vous avez des problèmes de connexion Internet, des problèmes de débit. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra. Merci Mimosa. Alors, je vais utiliser un diaporama que je vais partager avec vous donc je disais que si vous souhaitez désactiver votre caméra, c'est plus facile en tout cas pour la bande passante. Bienvenue Sabrina. Et que vous recevrez le replay de cette intervention. Et comme disait Mimosa, utilisez le chat pendant l'intervention. Moi, je ne vais pas regarder ce que vous dites pendant l'intervention sur le chat parce que sinon ça va perturber mon intervention, mais j'ai toute confiance. Mimosa me repartagera vos questions à la fin. Alors, je vais partager de suite mon diaporama et on va commencer tout de suite sur donc comment bénéficier des avantages de l'écriture inclusive sans les inconvénients. Est-ce que Mimosa, tu peux me confirmer que vous voyez le diaporama? Oui, on voit le diaporama. Là, on ne le voit pas, non. Là, on te voit toujours. D'accord, donc ça ne fonctionne pas pour l'instant. Je vous demande 2 secondes. Ah oui, c'est parce qu'il faut que je fasse partager l'écran d'abord. C'est bon. Voilà, donc là c'est bon, vous avez l'écran plein écran. Bien. Alors, merci déjà de l'intérêt que vous avez porté à cette question qui est volontairement un peu provocatrice, puisque évidemment, je suis pour l'écriture inclusive. Et simplement ici, l'intérêt, c'est de pouvoir débattre, ou en tout cas, non pas débattre, mais en tout cas poser des questions et de pouvoir poser un cadre qui réinterroge ce qu'on appelle l'écriture inclusive. Et vous allez découvrir pourquoi. Déjà, je vais me présenter. Qui suis-je? Donc, je suis Vinciane Mourombal-Chareil. Je suis fondatrice. J'arrête le partage pour que vous me voyez. Je suis fondatrice de l'agence unique en son genre, qui a pour objet de valoriser les femmes et les hommes dans notre société. J'ai créé l'agence unique en son genre il y a 3 ans et demi maintenant, avec pour mission de former les entreprises, de former les équipes de communication, de marketing et de recrutement en ressources humaines sur les questions de genre dans la communication, l'approche marché, etc. Aujourd'hui, je travaille spécifiquement sur la question du langage dans la communication et le marketing et dans le recrutement. Et j'accompagne ces entreprises pour faire en sorte que cette question de la communication soit aussi traitée sous l'angle du genre et qu'on arrive à avancer sur ce sujet. Je repartage mon écran. Je vais faire souvent le petit aller-retour pour
c'est pas ça. Pour vous présenter et quand même être visible. Donc, je vous remercie de votre compréhension. Sondage. Et tout de suite, je voudrais savoir si vous avez déjà utilisé l'écriture inclusive dans votre pratique professionnelle, tout simplement, quel que soit le niveau d'usage, quelle que soit la volonté que vous aviez derrière, quelle que soit l'efficacité que ça a pu avoir. Juste une question. Et Mimosa, je t'invite à m'indiquer les résultats. Donc, je vous invite à répondre dans le chat et donner les résultats si oui ou non les personnes qui participent ont déjà utilisé l'écriture inclusive dans leur pratique professionnelle. Alors, Paola a répondu oui très souvent. Sabrina a aussi répondu oui. D'accord, très bien. Merci à toutes les deux pour votre réponse. Alors justement, on va faire un petit point sur ce que c'est que l'écriture inclusive, en tout cas selon moi, hein, puisque c'est un vaste chantier, l'écriture inclusive. Pour moi, c'est d'abord une magnifique aventure à fort impact social. C'est le fruit de la recherche scientifique depuis plusieurs dizaines d'années, puisque rien n'arrive du jour au lendemain. Et c'est une expérimentation à mots ouverts, ce que moi j'appelle une expérimentation à mots ouverts, c'est-à-dire que c'est de l'expérimentation dans le langage un peu tous les jours. Voilà, et je vais vous présenter tout de suite quels sont les avantages, selon moi, de l'écriture inclusive, parce qu'elle en a plein et qu'il faut surtout les préserver. Pour moi, c'est déjà une puissante volonté de rééquilibrer la présence du féminin dans le langage. Alors ici, dans cette intervention, il m'arrive souvent en fait de faire des ateliers de sensibilisation sur les stéréotypes de genre ou des formations sur la question du langage ouvert. Là, pour moi, je ne vais pas reprendre les basiques sur comment se fabrique le genre, etc. Pour moi, c'est des choses qui sont susceptibles d'être déjà acquises, ou alors je vous invite à prendre contact avec moi pour pouvoir développer plus sur ces bases en fait de la construction du genre. Et donc, ici, pour moi, le langage ouvert, c'est vraiment une puissante volonté de rééquilibrer la présence du féminin dans le langage à travers la réappropriation de mots féminins et épicènes, à travers la création de néologismes, puisque cette démarche, en fait, a permis de créer de nouveaux mots, a permis la réintégration de la double flexion du féminin et plus le masculin dans les phrases, a permis également la revalorisation, en tout cas la diffusion de l'information comme quoi l'accord de proximité et l'accord en nombre existaient jusqu'au XVIIe siècle, et a permis aussi des innovations typographiques ou des néologismes et des innovations typographiques, et on va faire le tour de tout ça. Pour moi, les mots féminins, les mots utilisés sont des mots qui ont été revisibilisés par les recherches historiques sur le langage et notamment en ancien français, qui ont permis de faire remonter certains mots. Puis après, il y en a d'autres qu'on connaît déjà, qui peuvent être utilisés et qui peuvent être plus ou moins accessibles immédiatement. Alors, lectrice, ça nous semble évident, mais souffleuse de verre, pas forcément. Encadreuse, c'est pas forcément un mot qu'on aura l'habitude d'utiliser. Ou alors professeuse, qui est un mot aussi qui existe et qui est pas forcément non plus facile à pratiquer ou comme maîtresse de conférence, qui est un mot qui existe largement, qui tend à être plus démocratisé, mais qui est quand même encore très peu utilisé. Voilà, deuxième point important pour moi, selon moi, sur l'écriture inclusive, ce sont les mots épicènes. Donc, j'ai juste pris quelques exemples. Ce sont les mots employables au féminin comme au masculin, donc avec des termes comme camarade, collègue, journaliste, internaute, adulte, enfant, élève, qui sont des mots qui sont valables aussi bien, qui peuvent désigner aussi bien un féminin qu'un masculin. La double flexion, pour rappeler simplement ce que c'est le fait de nommer volontairement les deux termes, l'un au masculin, l'un au féminin, ou l'inverse, et donc de les utiliser dans la même phrase à la suite, donc les collaborateurs et collaboratrices, ou bien les développeurs et les développeuses, les commerciales et commerciaux, les directrices et les directeurs, les clients et les clientes et les clients.
Ensuite, on a l'accord de proximité qui permet en fait d'accorder l'adjectif qui suit le verbe non pas par un masculin générique, mais par proximité avec le nom en commun le plus proche. Donc ici, on a l'exemple des collaborateurs et collaboratrices sont compétentes, sachant que la proximité fait que l'adjectif compétent est accordé au mot collaboratrice qui est au féminin, donc compétent est au féminin. Et les sportifs et les sportives concernés se font connaître, donc concernés ici relatif à sportive et aussi à sportif, mais accordé sur le terme sportive. Les autrices et les auteurs présents vont signer leur livre. Eh bien ici, c'est le terme présent est accordé au mot le plus proche, et donc ici, on aura le terme auteur qui est masculin et qui donc permet d'accorder l'adjectif au masculin. Donc on voit que l'accord de proximité ici peut s'utiliser dans les deux sens. Il est très peu utilisé aujourd'hui, pourtant il y a la possibilité de l'utiliser de temps en temps sans que ça ait l'air d'être une faute de français, mais on en reparlera probablement. Ensuite, il y a l'accord en nombre. Donc, l'accord en nombre permet de considérer le nombre le plus important de la catégorie qui est ici. Donc, on va surtout parler d'humains. Je ne vais pas parler du tout d'objets, puisqu'on sait que le genre est attribué de manière aléatoire aux objets. En revanche, il est attribué de manière sexuée aux humains. Donc en fait, ici, l'accord en nombre, les vendeuses en lingerie travaillent en VDI. On pourrait dire dans un langage normé dans notre quotidien, les vendeurs en lingerie travaillent en VDI, mais il se trouve que c'est que des vendeuses, donc on peut partir du principe que la majorité des personnes qui travaillent qui vendent de la lingerie en VDI sont des femmes, donc on peut utiliser un féminin. Et même principe pour les utilisatrices qui créent leur compte. 80% des achats sur Internet sont réalisés par les femmes. Donc, on peut considérer qu'a priori, on peut développer plus de comptes utilisatrices que de comptes utilisateurs ou de comptes clientes que de comptes clients. Et les conducteurs ont des comportements à risque au volant. Là, c'est un petit clin d'œil. Il s'avère que les assurances sont formelles. Les personnes qui ont des comportements le plus à risque au volant en conduite automobile sont les hommes. Et donc, là, pour le coup, ce serait pertinent d'utiliser un masculin qui n'est donc pas générique, mais qui serait bien spécifique pour indiquer un masculin. J'ai un nouveau sondage pour vous. Est-ce que vous avez déjà constaté les limites de l'écriture inclusive dans votre pratique professionnelle? Et je vais juste prendre le temps un instant de revenir vers vous pour voir la réponse à cette question. Est-ce que vous avez déjà constaté les limites de l'écriture inclusive dans votre pratique professionnelle? Alors, je ne sais pas, en fait, comme je viens d'ouvrir. Non, mais alors, Mimosa, est-ce que tu peux me donner les réponses parce que je n'ai pas suivi dans le chat donc, Oui, alors Paola a répondu oui, Oui. Sabrina a aussi répondu oui, et Dominique a répondu oui dans la revue Mots. D'accord. Donc, je vous laisse découvrir quelle est ma vision des choses et je vous invite à me partager peut-être dans le chat quelles sont les limites que vous avez découvertes, vous, dans votre pratique et en quoi ça a été un frein ou en quoi ça a été une limite. Comme ça, je pourrais les découvrir à la fin et je pourrais rebondir après. Donc, on va voir évidemment quels sont les inconvénients que moi j'ai identifiés et les détailler. Comme ça, on va avoir une vision plus précise. Donc, pour moi, le premier inconvénient, alors il y a 3 catégories d'inconvénients et je vais les détailler particulièrement. C'est d'abord la perception par l'audience. Je constate autour de moi que la méconnaissance en fait de ce qu'est l'écriture inclusive profondément et dans son courant de recherche, dans son courant de pensée,
fait que les personnes ont un a priori assez négatif sur ce qu'est l'écriture inclusive. Il y a eu aussi des campagnes de contestation ou d'opposition ou d'objection à l'écriture inclusive qui ont été très médiatisées et qui ont fait du mal à cette expression qui est l'écriture inclusive. Donc voilà, une vision, une perception par l'audience qui est assez péjorative. Ensuite, l'audience ou le grand public méconnaît assez les mots féminins qui sont les équivalents des mots masculins les plus connus et méconnaît les termes épicènes, voire même ignore ce que signifie le mot épicène. Donc, on est loin d'une conscientisation de ce que c'est qu'un mot épicène et de comment je peux choisir de l'utiliser avant un masculin, ou plutôt qu'un masculin. Ensuite, il y a la double flexion qui est jugée lourde à la lecture. Donc, les exemples que je vous ai donnés, les commerciaux et les commerciales, les directeurs et les directrices, les directrices et les directeurs, puisqu'on n'est pas obligé de dire toujours dans le masculin et féminin à la suite. Voilà, ça c'est de l'expérience que j'ai pu avoir dans ma pratique professionnelle en tant que communicante, puisque ça fait 25 ans que je suis dans la communication et que j'ai pu suivre toutes les évolutions de la communication. Les entreprises ou les organisations qui utilisent le langage, ce qui est normal dans leur communication, ont plutôt une réticence à utiliser la double flexion et en tout cas, surtout pas de manière systématique parce que leur crainte, c'est vraiment que ce soit trop lourd et qu'on perde l'attention des personnes à qui on s'adresse, ce que je peux comprendre. Et puis, les accords de proximité et en nombre sont jugés ou perçus comme étant impraticables. L'accord de proximité, évidemment, sinon on a peur en fait d'avoir l'air d'avoir fait une faute de français, même si c'était un accord très utilisé jusqu'au XVIIe siècle. Et l'accord en nombre, oui, on peut dire que les vendeuses de lingerie travaillent en VDI, simplement la perception par l'audience sera qu'on parle spécifiquement des femmes et pas du groupe personnes qui vendent de la lingerie et que donc il n'y a pas d'hommes dans ce groupe. Alors que si on dit les vendeurs de lingerie, on peut, en tout cas la pratique du langage aujourd'hui fait que les personnes vont supposer qu'on parle autant d'hommes que de femmes, ce qui en termes de perception psychologique a été prouvé comme étant faux, puisqu'on sait très bien que les hommes vont beaucoup plus facilement adhérer à l'idée d'un mot masculin, que les femmes vont pas forcément se reconnaître dans ce groupe, même si a priori le masculin dit neutre les englobe. Mais ça, c'est un autre point. Voilà. Et puis après, il y a le point médian. Alors le point médian, c'est quand même l'information la plus diffusée et la plus accolée à l'expression écriture inclusive, comme si l'écriture inclusive était réduite à l'usage du point médian. Donc, si je donne quelques exemples, les partenaires présentent ce groupe d'intellectuels, les élèves infirmiers ou infirmières. Pour moi, il a deux limites, ce point médian. La première que j'évoque tout de suite, c'est qu'à la lecture, je ne sais pas comment dire ce que je lis. Donc pour moi, c'est un frein à l'usage. Donc c'est très bien à l'écrit pour lire. J'ai pas besoin de formuler si c'est un masculin ou un féminin, mais à la lecture orale, ça fonctionne pas. Ou alors il faut remplacer par de la double flexion pour pouvoir exprimer quelque chose de cohérent et d'audible et d'intelligible par les gens qui écoutent. Et puis un deuxième point qu'on verra après, c'est sa compréhensibilité par les moteurs de recherche et les lecteurs robots sur les internets. Donc, mais ça, on va le revoir après. Autre point qui fait partie en tout cas de ce que moi j'estime être l'écriture inclusive, ce sont les néologismes et les néotypographies. Alors, les néologismes, ça va être j'ai laissé la phrase « les partenaires présentent et les élèves infirmières », pardon, c'est une erreur. Donc, en fait, si on revient en dessous, c'est ça que je voulais montrer, c'est yel, yels, ul, ol, al, al, deux le, il, deux le, im, im. Et puis, la version
les mots m'échappent, mais en tout cas, on peut décliner ça avec elle, lui, ou soi, ou au pluriel, elle ou euse. Le X se prononçant Z. Donc voilà, ça c'est des néologismes, des néotypographies qui sont proposées en fait par tout le courant LGBTQIA+, qui cherche à faire évoluer le langage en faveur de la débinarisation du langage, donc sortir du masculin et du féminin pour pouvoir avoir leur place et sortir de cette catégorisation dans laquelle tous les individus sont casés, soit dans la case féminin, soit masculin à la naissance, et pouvoir faire changer ça. Et puis, je vous ai partagé l'affichage d'un jeune homme, pardon, j'ai oublié le nom, si ça vous intéresse, je vous redirai, qui a inventé une écriture, en tout cas une typographie qui permettrait d'utiliser un féminin-masculin simultanément dans l'écriture sans avoir à être dans la redondance. Et donc, voilà, ça donne des lettres que je trouve très jolies, très poétiques et qui fonctionnent plus ou moins selon les individus. En tout cas, pour moi, la limite de ces exercices, c'est la compréhension par l'audience. Si j'écris "ul" pour dire ni il ni elle, mais peut-être les deux à la fois ou alors toute autre chose ou tout autre genre, je m'interroge sur la capacité de perception de la personne à qui je m'adresse. Si elle est en dehors de ce groupe de pensée qui est très actif sur la question de la visibilisation ou en tout cas de la décatégorisation, de la débinarisation des individus, si cette personne n'est pas dans ce groupe, elle ne comprendra pas ce que je veux dire. Et puis après, il y a les chanteuses françaises qui, avec le X en typographie, vont permettre de sortir du féminin masculin. En tout cas, c'est la volonté qui est derrière. Et puis, les collages auteurices, je vous l'ai écrit de 3 façons pour montrer qu'on peut aussi utiliser d'autres graphies. Et donc, ce mot composé, ce néologisme, les auteurices ou les spectatrices ou les auditrices, qu'on entend beaucoup dans les podcasts qui sont engagés, sont pour moi limitants dans le sens où je comprends la nécessité de travailler le langage pour le débinariser, autant pour moi ça reste un collage de féminin et de masculin, et donc on reste dans une bicatégorisation totalement enfin une perceptive binaire féminin-masculin, et on n'en sort pas forcément. Donc je loue et j'applaudis la démarche. Pour moi, pour l'instant, en tout cas, ça reste insatisfaisant, et surtout, on va le voir après, tout ça est limité. Donc c'est le deuxième point essentiel pour moi concernant les limites de l'écriture inclusive, c'est que c'est limité à l'écriture, et comme son nom l'indique. C'est-à-dire que même si on peut tout à fait transférer certaines pratiques dans l'oral, la volonté émise par la démarche de l'écriture inclusive, c'est essentiellement autour de l'écriture. Et l'usage de l'écrit est différent du langage parlé. Quand on rajoute un « e » à un mot pour le féminiser, eh bien, en fait, cette terminaison en « e », ce « e » muet n'a qu'un seul job, c'est de ne rien dire. Donc, il ne dit rien, il ne dit pas un féminin, il reste muet. Donc, à part quand on le voit à l'écrit, mais sinon à l'oral, ça dysfonctionne, ça reste silencieux. C'est une démarche réservée à une population qui lit et écrit, et on sait aujourd'hui à quel point la population n'est pas forcément dans une pratique de la lecture et de l'écriture au quotidien. Donc évidemment, tout le monde lit et tout le monde parle. Je ne parle pas d'analphabétisation, mais je parle de l'appétence à la lecture et à l'écriture. Donc en fait, c'est réservé à une population qui a une culture assez développée de l'écrit. Et pour moi, ça maintient le système de catégorisation binaire, comme je l'expliquais juste avant, par rapport au néologisme et aux néotypographies. Troisième point essentiel, et là on sort juste d'une perspective de langage, mais on va arriver vers nos outils de tous les jours en fait. Pour moi, le plus gros problème qui va être croissant en fonction de l'usage des médias Internet, des médias numériques, c'est l'incompatibilité de l'écriture inclusive telle qu'on la voit là avec Internet. À part
à part peut-être la double flexion. Sinon, le point médian et les accords, enfin les accords encore peu importe, mais c'est surtout en fait les E muets, les néologismes en E, les néotypographies, etc., qui sont totalement incompatibles parce que en fait, les robots d'Internet ignorent même leur existence. Et les mots féminins sont très peu utilisés en fait dans l'univers d'Internet. Et donc, ils deviennent invisibles, voire ils deviennent en fait des armes de discrimination à rebours sur les femmes, puisque aujourd'hui, si on tape femme sur un moteur de recherche, on va avoir plus de femmes en posture stéréotypée, discriminante, sexiste, que des femmes de tout type, voilà, ce qui n'est pas forcément l'équivalent quand on voit homme, puisque quand on cherche homme, on va plutôt avoir une définition globalisante de l'humanité. Donc, on n'a pas du tout les mêmes impacts du féminin et du masculin sur Internet. Et forcément, ça a un lien aussi avec les images, puisque les images sur Internet n'existent que par les mots. Le contenu dans les images n'est pas lu par les robots, et pour l'instant, ils en sont encore complètement incapables. Nous, nos cerveaux savent lire les images, mais les robots ne savent pas lire les images, et encore moins les nuances dans les images. Et donc, les mots attachés aux images vont donner de la valeur aux images. Et donc, forcément, si les mots féminins sont attachés à des images sexistes, ben, forcément, ça devient discriminant. Et puis, l'incompatibilité majeure avec Internet, c'est aussi que, Internet, la première action de communication sur Internet, c'est de faire en sorte d'être référencé par les moteurs de recherche. Et les mots féminins sont tellement invisibilisés qu'en fait, ils desservent le référencement naturel, le SEO, pour la communication qu'on essaye de diffuser sur Internet. Donc, en fait, c'est contre-productif en termes de communication. Et on va voir un petit peu plus de détails. C'était juste pour te dire qu'il était midi. Merci, Mimosa, d'être ma gardienne du temps. On va continuer sur donc cette incompatibilité avec Internet et on va voir l'impact du numérique, dans l'espace numérique, de cette invisibilisation, par l'invisibilisation des mots féminins. Pourquoi ? Parce que l'univers numérique est constitué de mots en fait. L'univers Internet, ce sont juste des mots qui vont être ajoutés les uns aux autres et qui vont créer des pages et créer des contenus. Et cet univers numérique, il est géré automatiquement par les algorithmes qui sont en fait construits par des humains, qui sont le simple reflet de la perception du monde. On entend beaucoup des interrogations sur est-ce que l'intelligence artificielle va nous dépasser, etc. Pour l'instant, l'intelligence artificielle n'a d'intelligence que celle qu'on lui donne et qu'on est en capacité de lui donner et celle qu'on veut lui donner. Et il se trouve que les équipes qui vont développer les algorithmes aujourd'hui sont essentiellement développées par des équipes constituées d'hommes, puisque seulement 6% de femmes font partie des équipes de développement technique et dans l'intelligence artificielle, ça change un petit peu, mais les pourcentages sont très très faibles, on est entre 6 et 10% maximum. Donc forcément, les groupes, même avec la bonne volonté, ces groupes constitués d'une majorité de personnes qu'on va dire d'une catégorie identique va être forcément avoir une vision du monde qui est orientée, qui est biaisée, et donc ça va avoir un impact concret sur le développement qu'ils vont avoir des algorithmes et donc de les perceptions des zones d'ombre ou des angles morts en fait des algorithmes qui sont développés, et notamment par rapport au sexisme. Alors évidemment, il y a des équipes qui cherchent à travailler là-dessus, donc on n'est pas à un niveau zéro, mais quand même ça a un impact important. Et je vais vous donner un exemple d'invisibilisation. Je prends le terme entrepreneur, qui est un terme assez courant sur Internet, notamment quand on cherche à développer un business. Et donc la première ligne, c'est la perception entre accolades. En fait, c'est le mot perçu par les algorithmes. Donc si on met entrepreneur, le mot perçu par les algorithmes, c'est entrepreneur au masculin. Si on met entrepreneureux, et vous entendrez forcément que je suis obligée de sonoriser un E muet parce que sinon, en fait, vous n'entendrez pas la différence. Ce terme entrepreneureux avec un RE
il va être perçu par les algorithmes, compris par les algorithmes comme étant l'équivalent de entrepreneur au masculin, puisque le E en lui-même n'aura pas de présence. C'est un peu la racine mot masculine qui va prendre le dessus et le référencement va identifier le mot masculin. Et puis, si on utilise un mot entrepreneuse avec le SE, cette déclinaison, cette terminaison en euse, eh bien alors c'est le mot entrepreneuse qui sera référencé puisqu'il n'y a pas de similitude avec le mot masculin le plus utilisé. Donc, le mot en lui-même va être utilisé. Simplement, attention, la limite, c'est ce que je disais, c'est que comme ce mot est très peu utilisé, eh bien, il a une valeur qui va être très faible. Et c'est bien le problème, c'est que les mots féminins, comme ils sont très peu usités sur Internet, ont une valeur sémantique inférieure à leurs équivalents masculins. Pourquoi? Parce que les algorithmes attribuent une valeur en fonction de l'usage. Donc, si un mot est très utilisé, il va avoir une grosse valeur. S'il est très peu utilisé, il aura une faible valeur. La conséquence de ça, c'est que les algorithmes attribuent automatiquement une valeur différente aux personnes en fonction de leur sexe présumé. Et je dis bien présumé, puisqu'en fait, on ne sait pas quel est le sexe. Je ne connais pas le vôtre et vous ne savez pas le mien. Après, c'est comment je me présente au niveau de mon genre, mais mon genre, voilà, ma posture sociale. Et donc, sur Internet, les outils, les algorithmes vont identifier que, par exemple, sur LinkedIn, moi, je suis identifiée comme femme et je vais être identifiée par les algorithmes avec des mots clés qui sont dans mon profil de femme et qui sont différents forcément de ceux des hommes. Et on va voir après en quoi ça a un impact ou pas. Donc, tout ça est en fait une spirale descendante dans l'univers de l'intelligence artificielle qui, encore une fois, n'est que le reflet de notre propre perception du monde. Et cette spirale descendante participe à dévaloriser, invisibiliser et fragiliser les femmes dans la société, dans leur accès à l'emploi, puisque les offres d'emploi sont poussées 30% plus souvent vers les hommes que les femmes. Je vous disais sur LinkedIn, si j'ai un profil de femme et que je mets que je suis développeuse Internet, développeuse web, comme mon offre, comme mon profil, mon mot-clé va être développeuse, il est moins référencé, moins bien identifié que le terme équivalent masculin développeur. Et donc, sur LinkedIn, les équipes de recrutement vont chercher à développer la mixité, elles vont chercher des développeurs, elles vont donc aller taper les développeurs et elles vont trouver des développeurs par milliers et quelques développeuses qui vont, enfin en tout cas ça va pas s'afficher, les développeuses vont pas s'afficher. Il faut qu'en fait l'équipe de recrutement manifeste son intention en disant bien je veux des développeurs, je veux des développeuses dans sa requête sur l'algorithme de LinkedIn pour faire ressortir les profils de femmes, mais évidemment les proportions seront complètement différentes. Et les femmes aujourd'hui s'interrogent sur qu'est-ce que je dois mettre comme mot-clé dans mon profil sur LinkedIn, parce que si je mets développeuse ou directrice, je sais qu'en fait, les équipes de recrutement, elles vont chercher développeurs et directeurs. Donc, si je mets pas le mot-clé, en fait, je ne pourrai pas être visible dans la liste des propositions faites par LinkedIn et que du coup, en fait, la conséquence, c'est que leur propre profil, elles vont le masculiniser pour pouvoir être référencées et le féminin est de moins en moins utilisé. Et ça c'est une spirale descendante, dévalorisante pour les femmes. La conséquence de tout ça, en fait, c'est que les entreprises ont peur d'utiliser ce qu'elles identifient comme de l'écriture inclusive, parce que la perception par l'audience est a priori assez péjorative, parce que elles ont peur de freiner l'attention de leur auditoire ou de leur cible quand elles communiquent, et que elles ont peur de faire baisser leur business, qui est le propre d'une entreprise, c'est de développer son business. Ensuite, les individus sont freinés dans leurs pratiques personnelles et professionnelles, puisque autour de chaque individu, il y a un environnement. Le langage, c'est vraiment pour se socialiser. Donc, freiner, freiner parce que peur que les autres ne comprennent pas ce qu'on dit ou ne puissent pas adhérer ou, rejettent par principe. Ce qui est possible aussi. Et dans la professionnelle, je vous disais, sur LinkedIn, avoir plutôt tendance à dire qu'on est directeur marketing ou directeur financier, parce que même en tant que femme, on sait qu'on sera plus facilement identifiable que si on dit directrice marketing ou directrice financière. Et les femmes continuent d'être discriminées par le langage au quotidien, et ça, c'est la conséquence la plus
la plus grave selon moi, mais qui est la conséquence des deux premières phrases que j'indique ici. Ce que je propose, déjà, je vais prendre un instant pour revenir vers vous et voir si tout va bien de votre côté et puis avoir peut-être des retours de votre part. Qu'est-ce que tout cela vous évoque peut-être? Partagez ça dans le chat et puis on verra les questions et surtout posez vos questions si vous en avez pour qu'on puisse échanger à la fin. Est-ce que vous avez des remarques, des observations sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent? Pour l'instant, non. Donc, je continue. Et pensez à partager vos questions dès à présent dans le chat. Alors, ah non, pardon, je n'ai pas repris au bon endroit. Je vous propose donc une autre posture. Une posture qui vise à inclure, englober et ouvrir. En fait, juste pour rappel, le langage, qu'est-ce que c'est? C'est notre outil de socialisation. Je fais très court, hein, c'est très très raccourci, mais pour resituer, le langage est performatif, c'est-à-dire que quand je dis la séance est ouverte, personne n'a ouvert de porte. Hein, le langage, il a valeur d'action en fait sur certaines phrases et donc il a un impact très fort dans notre vie. Le langage est aussi le fruit de notre usage, c'est-à-dire qu'il est ce que nous en faisons. On en reparlera après. Et puis, il est le reflet de notre perception du monde. C'est Wittgenstein qui disait que les limites de mes mots sont les frontières de mon monde, de la perception du monde, de ma perception du monde. Pardon pour cette citation un peu tronquée. Les mots exacts m'échappent, mais c'est ça. Les mots sont le reflet de ma perception du monde. Donc, les limites de mon vocabulaire sont les reflets de ma limite de ma perception du monde. Et puis, autre chose que je voulais repréciser, c'est que dans le système dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a 3 justifications symboliques du sexisme ou en tout cas du système discriminant entre les femmes et les hommes. C'est les stéréotypes de genre hein, qui sont liés à notre perception catégorielle nécessaire pour notre cerveau et en même temps qui deviennent discriminants quand ça devient des phénomènes collectifs et impensés. Ensuite, il y a l'essentialisation. Hein, quand on rappelle que les femmes et les hommes sont complémentaires, c'est qu'on estime qu'il y a une différence naturelle intrinsèque entre les femmes et les hommes, ce qui, si on s'attache particulièrement à la question de la nature humaine, on sait que c'est tout à fait contestable. En tout cas, je sais ma position. Et puis, troisième justification symbolique, c'est le langage genré, qui fait qu'on peut justifier que oui, il y a des différences entre les femmes et les hommes et que c'est normal si tout ça est ainsi par le langage, en montrant que puisque le masculin l'emporte sur le féminin, c'est bien qu'il y a une raison. Donc voilà, moi je ne veux pas revenir sur l'histoire du langage puisque ça c'est l'objet de ma formation, mais en tout cas pourquoi le langage est au masculin aujourd'hui, pourquoi ce masculin neutre en fait a pris la place, ça c'est l'objet de plus de temps que juste une conférence webinaire. Mais en tout cas, le langage est un des facteurs clés de l'action pour faire évoluer nos sociétés en faveur de plus d'égalité entre tous les individus. Et pour ça, je vous propose donc d'adopter une posture mentale, donc une posture vraiment mentale, revoir notre façon de percevoir les choses, donc quelle est ma perception du monde, et très pragmatique. Et je vais prendre pour exemple un groupe d'individus. Alors déjà, j'ai bien conscience de la limite du picto que j'utilise là,
qui représente un individu, mais on sait dans notre perception que celui-ci serait plutôt un individu mâle, alors que les femelles auraient plutôt une robe. Bon, j'ai pas de picto qui puisse indiquer un individu de base qui soit non genré, donc j'ai choisi par défaut d'utiliser celui-ci et je vous remercie de votre compréhension pour ça. Donc ici, on a des individus. Et on a un groupe d'hommes, enfin d'individus, pardon, qui sont dans un cercle orange et qui sont tous les mêmes. Et puis on voit qu'il y a d'autres individus en dehors de ce cercle orange. Et la première posture qui nous est proposée, on entend souvent parler d'inclusion et de diversité. Donc la diversité, ici, on la voit par les différentes couleurs des individus. Et le processus de l'inclusion, c'est de vouloir ajouter des individus de couleurs différentes, donc divers, au sein du groupe, donc de les inclure. L'inclusion présuppose qu'il existe un groupe dans lequel on veut faire rentrer des gens qui a priori n'y sont pas et présuppose donc que nous pensons, quand nous pensons, nous nous voyons à l'intérieur de ce groupe et on veut faire rentrer de l'extérieur vers notre intérieur des personnes qui a priori n'auraient pas à y être. En tout cas, sur les critères qui constituent ce cercle. Donc la posture d'inclusion, elle a une grande valeur quand on parle de la posture d'entreprise. Par exemple, j'ai un grand groupe qui a 70 000 personnes. Je constate qu'il n'y a que des petits personnages tous bleus et qu'à l'extérieur de ce grand groupe de 70 000 personnes, il y a plein de personnes qui sont différentes de ce critère bleu. Et je souhaite les inclure dans mon groupe de 70 000 personnes, donc ajouter de la diversité. Donc je vais avoir, par un processus d'inclusion, ajouter de la diversité au sein de ce groupe. On peut penser les choses autrement. Et on peut se dire que quand on n'est pas une grande entreprise qui a besoin de recruter et on ne peut pas virer les 70 000 personnes d'un coup et recommencer, on peut être dans d'autres situations. Donc, par exemple, s'adresser à une cible, à un public et de pouvoir avoir une posture plus d'englobement. Et de considérer que il y a peut-être une majorité de personnes qui ont un critère bleu, mais qu'il y a plein d'autres personnes qui ont d'autres critères de couleur et qui font que ce constat peut m'amener à choisir d'englober toutes les personnes sur un autre critère que la couleur bleu, rose, vert, jaune, bleu foncé, rouge, blanc, et que du coup, je peux englober l'intégralité des individus selon un autre critère. Ici, le critère, ça peut être juste que ce soit des personnes humaines et que ça suffit pour les inclure dans ce cercle. Voilà. Mais néanmoins, il reste quand même une notion de cercle, comme s'il y avait un dedans et un dehors, et que donc il y a d'autres individus qui vont être à l'extérieur de ce cercle. Et donc, je propose une troisième posture. Et évidemment, chacune est juste en fonction de là où on se trouve. Et je propose une posture qui est d'ouvrir, c'est-à-dire de ne plus considérer qu'il existe un cercle qui rassemble tous ces éléments qu'on met dans le même cercle. Donc, d'ouvrir le cercle, de faire disparaître ce cercle et de considérer uniquement les personnes humaines, les individus, les gens, pour les regarder et s'adresser à elles et peut-être avoir un discours plus large ou une posture mentale pragmatique plus large. Et du coup, ça amène un autre niveau de posture qui est de considérer que ce ne sont pas forcément des individus, mais que ça peut, même si ce sont des individus, il peut y avoir d'autres critères qui vont permettre d'identifier différemment chaque individu et d'attribuer des critères différents à chaque personne, ou de s'adresser à des segments, quand on est en communication, qui soient avec des critères différents que hommes-femmes. Voilà, donc de réouvrir, c'est ça la posture d'ouverture. Et donc forcément, une fois qu'on a proposé ça, d'adopter un langage ouvert qui s'adresse à tous ces individus dans ce cercle, dans ce groupe, à les faire rentrer ou bien à considérer que tout le monde fait partie du cercle ou bien à considérer qu'il n'y a pas de cercle et que c'est juste un groupe. Et donc d'adopter le langage ouvert en toutes circonstances pour être au plus juste. Adopter pour ça une posture ouverte, donc à l'esprit, qui soit pragmatique aussi bien à l'oral et à l'écrit. Donc, sortir de la perspective écrite qui est très visible, mais du coup
de pouvoir l'avoir aussi à l'oral, même si ça s'envole, hein, les mots s'envolent quand ils sont prononcés. Et puis, que ce soit accessible à toute personne, que ce soit en équipe de communication, en équipe en entreprise, que ce soit en externe, que ce soit à titre personnel, que ce soit indolore pour les entreprises, c'est-à-dire dépasser les limites et les freins qui font peur aux entreprises, et que ce soit numériquement compatible, c'est-à-dire que ça puisse avoir une action favorable sur les internets pour favoriser l'égalité entre tous les individus. Pour ça, je propose de conserver les avantages de l'écriture inclusive. Donc, on a vu les avantages qui étaient les mots féminins et épicènes, même s'il y a encore du travail à faire pour faire connaître ces mots. De conserver les néologismes quand ils sont utiles, quand ils sont pertinents. Je vous en donnerai un exemple tout à l'heure. D'utiliser la double flexion quand elle est pertinente ou encore quand c'est la meilleure solution à cet endroit-là. Et puis les accords de proximité quand on peut et qu'on sait que la cible, ou en tout cas l'audience, va comprendre, et en nombre le plus souvent possible, voire en expliquant ce qu'on vient de faire. Pourquoi on a dit que les vendeuses de lingerie travaillent en VDI? Parce qu'en fait, c'est une majorité de personnes, c'est 95% des personnes qui vendent de la lingerie en VDI sont des femmes. Donc on peut choisir et s'exprimer sur le choix qu'on a fait. Pour ça, il faut aussi repenser nos usages et les mettre en cohérence avec nos idées. La première chose à faire, en fait, pour passer de la pensée, de la posture mentale à l'application concrète et pratique de cette posture du langage ouvert, c'est déjà de se réinterroger sur quel est le véritable sens de ma phrase. Je vais vous donner un exemple tout de suite derrière. De se demander à qui je m'adresse vraiment ou de qui je parle exactement. Et quelle est la perception factuelle que ma cible va avoir de ce que je suis en train de dire? Et est-ce que ce que je dis, c'est vraiment ça que je voulais dire, à l'écrit ou à l'oral, peu importe. Et du coup, l'exercice se fait à l'écrit ou à l'oral, et ça devient une pratique vraiment courante, et ça devient un exercice, une gymnastique intellectuelle qui fait qu'on se réinterroge. Et c'est vraiment cette réinterrogation-là qui fait qu'on va avoir un impact. Par exemple, cette phrase, la mission des avocats est de défendre les intérêts de leurs clients. Donc cette phrase, je pourrais la trouver n'importe où, dans une brochure du barreau de Lyon ou de Paris. Je pourrais la trouver dans un, je sais pas, sur un site internet, n'importe où, ou dite sur un plateau de télé. En tout cas, cette phrase est assez banale et pourrait être prononcée par n'importe qui. On pourrait, en écriture inclusive, vouloir la transformer pour qu'elle soit plus efficace et se dire que la mission des avocats et des avocates est de défendre les intérêts de leurs clientes. Alors là, leurs clients et leurs clientes, au niveau de l'oral, il y a cette limite. Mais pour moi, ça reste encore très spécifiant qu'il y a des avocats, il y a des avocates, il y a des hommes qui pratiquent ce métier, il y a des femmes qui pratiquent ce métier, et que voilà, il faut préciser qu'on veut parler des avocats et des avocates, comme si c'était important de spécifier qu'il y a du féminin et du masculin, des hommes et des femmes, alors qu'en fait, ce que je veux vraiment dire, c'est que je veux parler du métier que pratiquent ces personnes, et pas forcément du fait que ce soit des femmes ou des hommes qui le pratiquent. Et donc là, la phrase en écriture inclusive telle qu'elle est proposée là, elle est limitée pour moi, et elle n'est pas pertinente à 100%. Pour avoir une pertinence à 100%, je vais changer de point de vue. Et je vais parler de l'avocature. Et là, je vais sortir des individus et je vais spécifier que je parle du métier. Donc la mission dans l'avocature, comme on pourrait dire la magistrature, est de défendre l'intérêt de la clientèle. Parce que client ou cliente, en fait, on s'en moque. L'important, c'est pas que ce soit un homme ou une femme qu'on défend, c'est que on va défendre l'intérêt de cette personne. Et donc la formule en langage ouvert, elle va avoir pour objet de dézoomer, quitter un peu ce côté pragmatique et cette habitude qu'on a de vouloir spécifier si c'est des hommes ou des femmes, et d'aller parler de manière plus englobante et éviter englober plutôt que spécifier l'inutile, et donc de supprimer l'inutile rend le message encore plus percutant. On peut parler des personnes, des individus, du personnel, des équipes, des groupes, de la clientèle, du lectorat, tout ça étant des mots englobants qui vont servir à parler de l'artisanat. Au lieu de dire le boulanger, on peut dire
la boulangerie pour dire la boutique, mais on peut dire aussi le métier de la boulange plutôt que le métier de boulanger. Par exemple, la boulange étant un terme générique qui va parler de cette pratique professionnelle. Voilà, on peut dire les entreprises fournisseuses au lieu des fournisseurs parce que c'est une habitude de langage de dire les fournisseurs, mais qu'on peut dire autrement. Et donc voilà, plutôt que spécifier l'inutile, focaliser sur englober et utiliser un vocabulaire qui reprend tout le monde. Et puis, réouvrir le langage. Je vous fais un petit exercice rapidement, puisque je vois que le temps passe et qu'il est déjà 12h23. Mais ici, on a un texte assez banal qu'on va trouver un peu partout. Les directeurs ont validé la stratégie des commerciaux. Les ingénieurs ont développé un nouveau produit. Le directeur financier a demandé à la DRH de réduire le nombre de salariés. Les enseignants d'éducation nationale choisissent leurs outils pédagogiques. Les apprenants suivent leur formation. Le directeur marketing est enceinte. Bon, à part la blague de la dernière phrase, sinon, toutes ces phrases, elles sont dites tous les jours, partout. Enfin, pas celle-là spécifiquement, mais en tout cas, c'est du langage qu'on entend tout le temps. Évidemment, pour moi, il y a plein de mots qui posent problème, qui créent des tensions, puisqu'ils sont au masculin neutre, dit neutre, et que il n'est pas neutre du tout, et que j'ai envie de faire quelque chose pour que ça change. Et donc, la proposition que je fais avec une posture en langage ouvert, c'est de dire que la direction a validé la stratégie commerciale et de sortir de quitter la perspective des personnes, mais de partir sur une perspective plus globale de quelle structure ou quelle entité a décidé ça. L'équipe d'ingénierie a développé un nouveau produit. Pourquoi parler des personnes qui, spécifiquement les ingénieurs, et être obligé d'utiliser la double flexion pour rajouter les ingénieurs ou les ingénieuses, en tout cas c'est une problématique. Et donc de parler de l'équipe, puisque c'est l'équipe en fait qui crée un nouveau produit. La direction financière a demandé à la direction RH de réduire le personnel et non pas les salariés. Pas de réduire le personnel, pas de réduire la charge salariale, mais en tout cas de réduire, ou alors réduire la charge salariale, ça peut être une bonne façon de le dire, en tout cas pas les salariés. Et les équipes pédagogiques choisissent leurs outils d'enseignement, donc on n'est plus dans l'enseignement pédagogique, on n'est plus dans les enseignants choisissent leurs outils d'enseignement pédagogique ou leurs outils pédagogiques, mais on est dans les équipes pédagogiques choisissent leurs outils d'enseignement. Et là, ça prend un autre sens, en fait. Et il me semble que c'est plus proche de ce qui est dit et que les personnes apprenantes suivent leur formation. Ce n'est pas forcément les apprenants, mais c'est en tant que personne qu'elles sont apprenantes. Donc là, on reste spécifique, mais tout en englobant, il est inutile de spécifier le masculin et le féminin. Et la directrice marketing est enceinte. Là, c'est pertinent d'utiliser un terme spécifiquement féminin parce que clairement, ça ne serait pas possible au masculin. En tout cas, c'est un non-sens au masculin. Voilà, juste pour rappeler, notre usage fait notre langage et l'inverse est vrai, notre langage fait notre usage, donc c'est vraiment un choix. C'est un usage que je propose agile, basé sur la pratique, qui part d'ici et maintenant, là où je suis maintenant, qu'est-ce que je peux utiliser, qu'est-ce que je peux déployer comme outil, qu'est-ce qui va être perceptible de manière positive par l'audience que je vise. Je suis en constante évolution, c'est-à-dire que je réinterroge en permanence comment je choisis de m'exprimer et j'accepte de progresser pas à pas. Il n'est pas question d'une révolution radicale sur cette pratique du langage. On n'est pas censé resetter tout notre système et repartir de zéro. Et notre usage fait la norme puisque utiliser un terme au féminin qui donnera un avenir à ce mot, et là c'est l'exemple que je voulais vous donner, j'ai utilisé volontairement, puisque j'ai fait témoigner beaucoup de femmes dans le cadre du salon Profession, que j'accompagne, le salon de la reconversion professionnelle des femmes, que j'accompagne avec l'agence, et faire témoigner des femmes en les nommant les témoins, ça me tiquait le cerveau à chaque fois. Donc j'ai créé un néologisme pour le coup, qui est la témoine, en essayant de rester assez cohérente par rapport à un usage des ouin et des win de ces terminaisons-là dans notre français. Et que, à force de l'utiliser depuis 3 ans, en fait, petit à petit, autour de moi, les personnes commencent à utiliser le terme de témoigne pour parler d'elles, pour parler des femmes qui ont témoigné. Donc voilà, c'est notre usage fait la norme, et c'est utiliser qui fera changer le vocabulaire. Et puis, autre point important, c'est un peu ce que je viens de dire, notre langage est viral. Si vous pointez des mots qui vous semblent pertinents, si vous les partagez, que vous les utilisez dans votre entourage, auprès de votre entourage personnel et ou professionnel en fonction de votre activité, mais même à titre personnel dans votre environnement professionnel,
vous pouvez les utiliser et notamment les utiliser pour parler des rôles modèles. Et je pense aux termes de scientifique, chercheuse, chercheuse ou physicienne, puisque là, il y a 2 physiciennes qui viennent d'avoir un prix Nobel de physique. Voilà, c'est important d'utiliser le terme physicienne pour pousser des rôles modèles auprès des jeunes femmes qui se construisent aujourd'hui. Notre langage nous ouvre sur le monde, puisque nous interroger sur les mots du quotidien, ça nous amène à réinterroger notre perception du monde. Est-ce que pour moi, dire les avocats, c'est OK? Est-ce que dire les avocats et les avocates, c'est vraiment ça que je veux dire? Qu'est-ce que j'ai comme perception du monde? Non, je peux dire l'avocature, et ça sera peut-être plus juste par rapport à ce que je voulais dire. Et ça nous amène aussi à réinterroger notre volonté. Je parle bien de volonté, puisque le langage est politique, donc il est social, il est donc politique, et donc notre volonté d'impacter le monde qui nous entoure en diffusant autour de nous des mots peu utilisés et avec une perception et une perspective différente. Je rappelle, parce que je sais qu'à ce moment-là, on se dit, oh là là, mais c'est une montagne infranchissable. Je rappelle que je vous souhaite en tout cas beaucoup d'impatience pour avoir envie de faire changer les choses et beaucoup de persévérance pour continuer à faire des choses. Et je rappelle cette citation de Schopenhauer qui dit que toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridicule. Ensuite, elle subit une forte opposition. C'est-à-dire que les gens disent non, il ne faut surtout pas faire ça. Et troisièmement, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Donc voilà, même l'Académie française va revenir progressivement sur ces décisions ou des choses qu'elle a pu annoncer un siècle avant. Donc voilà, il faut accepter ce chemin-là. Voilà, j'ai terminé en fait mon intervention. J'espère que vous avez des questions et que vous avez encore 5-10 minutes, un peu de temps encore pour partager quelques questions avec nous. Je vous informe simplement que nous, on a une offre en entreprise au sujet du langage ouvert, au sujet du genre dans le marketing, comment cibler sa cible en utilisant le critère de genre et pas de manière discriminante négative. Et puis sur la marque employeuse, puisque je réinterroge le terme de marque employeur et que ça incite les entreprises à aller plus loin dans leur démarche de diversité et inclusion. Et je termine avec l'information sur notre formation au langage ouvert qui est accessible en ligne. La prochaine session commence le 17 novembre. C'est une formation qui dure 3 semaines, qui permet en fait d'avoir accès à 2h30 de vidéos de formation égrenées sur les 3 semaines, puisque tous les mardis, vous recevez un mail qui vous permet en fait d'accéder aux vidéos qui donne la partie théorique en fait sur l'histoire et la structure du langage. Et puis 3 heures d'atelier pratique, parce que pour moi c'est super important d'échanger. Donc 3 rendez-vous d'1 heure pendant ces 3 semaines qui vont permettre de partager des expériences, de partager des stratégies, des outils ou des interrogations. Et puis des exercices que je vous envoie chaque semaine aussi à faire. Et jusqu'à vendredi à midi, il y a un tarif spécifique préférentiel si vous souhaitez vous inscrire de suite. Vous pouvez aussi nous suivre en fait sur les réseaux sociaux et je vous remercie. Je vais prendre les questions s'il y en a. Je vois qu'il y a des questions. Sabrina qui pose la question. Donc, je vous invite à remettre votre... je vais arrêter le partage. Je vous invite à remettre votre vidéo si vous voulez échanger et à ouvrir vos micros quand vous voulez parler. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Vinciane, pour la qualité de cette intervention. J'avais effectivement autour de midi, j'avais encore des questions par rapport au déroulé de votre intervention, mais finalement, par la suite, voilà, vous avez répondu à mes questionnements. Il est toujours très difficile, en fait, de s'exprimer à l'écrit en prenant en compte tous les aspects toutes les individualités en fait, et je me confronte au quotidien, voilà, à cette question, et voilà, mot épicène, en fait, en général, moi, j'utilise la double flexion et effectivement,
c'est en réflexion aujourd'hui et on forme également nos équipes en marketing, en communication sur le sujet. Ben, très bien. Si j'ai pu répondre à vos interrogations, c'est super. Et puis, si vous avez besoin de soutien sur cette formation de vos équipes marketing et communication, je suis là pour ça. C'est bien mon objectif, en fait, hein. C'est Oui, que c'est à cet endroit-là qu'il m'a semblé être important d'agir parce qu'en fait, c'est un endroit où en communication, ça reste très complexe, dans le processus de création de contenu, de pouvoir mobiliser tout le monde et voilà, qu'il y ait des solutions, oui, réalistes, pragmatiques, oui, c'est ça et surtout. voilà, Oui, oui, c'est oui, ça. oui. Mais je manquerai pas de vous contacter. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez une question particulière aussi, Sabrina, ou vous avez Non, répondu à tout? oui, 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 tout à fait. Non, non, pas OK, de questions, c'est bon. très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question, Dominique, ou Paola? Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Non, moi, pour Partagez. moi, c'était très clair. Du coup, merci beaucoup aussi. Nous, enfin, on est une association et du coup, on utilise beaucoup l'écriture inclusive, mais aussi on est plusieurs dans l'équipe qui ne sont pas, enfin, ne sont pas francophones. Et du coup, je pense que c'est un obstacle en plus parce que Mmh. déjà, je pense qu'une rédaction un peu fluide quand on n'est pas francophone, ce n'est pas forcément le plus facile. Et du coup, en plus, devoir penser, réfléchir à comment tourner nos phrases pour que ce ne